Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir à l'instant une émission sur la chaîne LCI et je dois dire que c'est la meilleure émission que j'ai vue sur cette chaîne depuis le début en fait. Depuis que je regarde, tout simplement, je cherchais, mais non, il n'y en a pas d'autres. Et je vous conseille notamment d'attendre après, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes et d'écouter les intervenants qui vont parler dans cette émission. L'un d'entre eux, c'est l'ex-président de la SNCF qui va faire une analyse absolument magnifique de l'économie française et surtout des raisons de notre échec, de l'échec de l'économie française. Franchement, même si vous n'aimez pas l'économie particulièrement, écoutez cette émission parce que vous allez voir que cet homme va dire ses 4 vérités aux journalistes et même, je veux dire, au grand public sur l'économie française et sur les raisons de l'échec, en fait, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi les États-Unis nous éclatent. Vraiment, c'est tellement rare que j'en ai été choqué, vous voyez. Donc voilà les amis, on va démarrer. J'espère que j'ai bien mis mon micro. Ah oui, j'ai mis mon micro de manière absolument dégueulasse. C'est un scandale. Mais bon, écoutez, j'ai fait ça au plus vite. Je voulais absolument partager cette vidéo le plus vite possible. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez des conseils pour un microphone, laissez-les-moi en commentaire. Je suis très intéressé. Bref, on démarre de suite cette vidéo. Donc, allons-y. Moi, je dis allons-y, quoi. Est-ce que les Français arrivent à tirer leur épingle du jeu? Caddy, vous nous avez Caddy. à nouveau pour nous parler de ce classement de Bloomberg avec un profil de milliardaire français qui n'a rien à voir avec celui des Américains. Eh bien, là, en France, si vous êtes milliardaire, c'est que vous travaillez dans l'industrie du luxe, tout bêtement. C'est ce que dit Bloomberg. Alors, le premier Européen à figurer dans ce classement, eh bien, c'est Bernard Arnault, on l'a évoqué tout à l'heure, le patron de LVMH, une fortune estimée à environ 190 milliards de dollars. LVMH, vous voyez, c'est le plus grand groupe mondial du luxe, avec toute une liste d'entités, vous le voyez. LVMH, c'est monstrueux. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez toutes leurs marques. Là, ils en ont mis que quelques-unes, mais c'est absolument monstrueux. Enfin, ils ont une centaine de marques. Alors, je sais que Bernard Arnault est très détesté en France. D'ailleurs, c'est totalement ridicule. Parce que c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pris des risques. Et oui, aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent, mais à un moment donné de sa vie, il a quand même dû prendre des risques. C'est pas aussi facile qu'on le dit, sinon tout le monde serait milliardaire, évidemment. C'est Kenzo, ce sont aussi les médias, les Échos, c'est aussi le Parisien. Et puis, il y a aussi... Allez, Caddy, développe. Sur le luxe, c'est Mouette et le Ruinard, mais c'est aussi Dom Pérignon, Marie-Aline, par exemple. Et si Bernard Arnault est le premier Français, la première femme du classement, elle est française. Aussi, c'est Françoise Bettencourt-Meyers. On l'a évoqué, l'héritière de L'Oréal. Ah, c'est journaliste. Mondial avec une fortune estimée, vous le voyez, à 75 milliards de dollars. L'Empire Bettencourt, eh bien, c'est l'Empire Bettencourt, oui, c'est Lancôme, c'est Garnier. Oui, bon, évidemment, les journalistes ont toujours du mal. Attendez, on va faire une pause, juste 5 secondes. Je sais à quel point vous souffrez lorsque vous écoutez nos journalistes qui soit sont mauvais, tout simplement, ils sont mauvais, les deux femmes sont très mauvaises malheureusement, désolé, hein, ou alors qui sont totalement partiaux et qui manquent d'objectivité. Donc je sais à quel point vous souffrez en ce moment, mais encore une fois ça va être très court et écoutez bien l'échange entre les deux hommes à venir. Et puis un peu plus loin dans le classement, et pour la première fois en dehors du top 100, à la 105e place, on retrouve François Pinault. Sa fortune est estimée à environ 20 milliards de dollars. Il a chuté de plus de 2 tiers depuis le pic qui avait été atteint en 2021. François Pinault, tout le monde a chuté depuis 2021, niveau luxe. C'est le groupe Kering aussi. Et là aussi, on est dans... Je vais vous montrer ça d'ailleurs de suite. Regardez, le groupe Kering, donc, ce qu'il faut dire, c'est que 2021, ça a été l'apogée au niveau des valorisations des groupes de luxe. Et évidemment, tous les groupes de luxe, que ce soit Kering, LVMH, étaient sur des plus hauts de fou. Donc là, on ne voit pas très bien, donc je vais faire comme ça. Vous voyez, en 2021, ici, on était à 776 l'action environ. Évidemment, c'est même monté un peu plus haut. Je me souvenais que c'était monté quasiment jusqu'aux 800. Et on est aujourd'hui sur les 230 €. Donc oui, c'est une sacrée chute. Mais bon, c'est comme ça, hein, je veux dire, ça monte, ça baisse. Mais en tout cas, voilà, le groupe Kering, c'est bien ramassé, au contraire de LVMH ou d'Hermès, par exemple, qui ont beaucoup mieux résisté, même s'ils ont baissé également. On continue. C'est Saint-Laurent, c'est Balenciaga, c'est Alexander McQueen, c'est aussi la célèbre maison de vente aux enchères Christie's, c'est Château Latour, un des vignobles les plus prestigieux de Bordeaux. Et à noter aussi
Que si l'année 2024, elle a été très bonne pour les géants de la tech américains, eh bien, pareil, c'est tout le contraire pour les Français. L'année a été plutôt mauvaise pour les PDG des affaires du luxe. Ils ont perdu collectivement 70 milliards de dollars en bourse. Et oui, les ventes de produits du luxe ont reculé considérablement, mais qu'on se console, hein. Une amélioration est en vue pour eux pour 2025, mais je pense qu'ils s'en sortiront. Oui, c'est un très bon classement, hein, parce que le classement... Merci Caddy pour cette analyse magnifique. Tu aurais pu être plus concise et faire ça en 20 secondes, mais on t'excuse. C'est 500 fortunes à travers le monde. Donc, quand on est centième, c'est quand même un très, très bon classement. Merci beaucoup, Caddy. Qu'est-ce que ça dit de notre économie que les fortunes françaises soient dans le secteur du luxe? Ça dit que le luxe fait partie des... C'est très intéressant à partir de maintenant. Écoutez. De l'économie française. Par rapport aux évolutions de 2024, ce qui est frappant, c'est le découplage des bourses entre les États-Unis et la France. Et même la France par rapport aux autres bourses européennes. C'est-à-dire que Elon Musk, il a beaucoup profité de l'annonce de l'élection de Trump et du retour prévu de Trump. Son action a pris 63% en 2024. Du côté du luxe français, vous l'avez dit, c'est pas tout à fait la même chose. Le CAC 40 a reculé, grosso modo, de quelques points. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. On a tendance à penser que du fait de la mondialisation, les bourses varient toujours dans le même sens et pratiquement de manière parallèle. 2024 a montré que c'était pas vrai. Troisième remarque, moi, ce qui me frappe par rapport au fond, il y a plus de diversité du côté des milliardaires français parce que, au fond, notre point fort, c'est pas nécessairement la tech en France. Mais oui, oui. Bon, alors, je répète, chaque pays développe ses avantages comparatifs, ses points forts. Les milliardaires... Oui, mais tes points forts, tu peux les développer. C'est-à-dire que si la France avait décidé de créer une sorte de Silicon Valley en France pour donc pousser en fait nos ingénieurs qui sont très bons, il y a de très bons ingénieurs français, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils partent aux États-Unis pour travailler dans des grandes boîtes et tes points forts, ça se développe. D'accord, la France n'était pas une experte du luxe comme ça. Je veux dire, ça tombe pas du ciel, ça se développe. Donc voilà, s'il y avait eu un peu plus de volonté politique derrière tout ça, je pense qu'on aurait pu changer les choses. Mais peu importe, le fond du discours et son discours est tout simplement super. Américain, c'est la tech, c'est l'accès aux data, la maîtrise des données, etc. Oui, parce qu'ils s'en sont donné les moyens aux États-Unis. C'est la différence. Hein. Madame Bettencourt, c'est pas le luxe, à ma connaissance, c'est d'autres points forts, etc. Enfin, c'est le luxe, mais c'est pas la tech, en tout cas. Oui. C'est pas la tech, c'est ça que je voulais dire. Bon, il y a un point commun quand même par-dessus l'Atlantique, c'est que dans les deux cas, des milliardaires français et des milliardaires américains, il y a une proximité avec l'information, parce qu'on retrouve le problème des données. La volonté de contrôler, au fond, les médias ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce qui aujourd'hui est le véhicule de l'information, parce que là encore, l'information, c'est le pouvoir. Oui. Excusez-moi de le dire. Mais oui, voilà. C'est vrai. Avec le Prigent. Et je crois qu'on voit bien que le luxe a pris une importance considérable. Oui. Ceci avec des gens qui avaient envie que ça se fasse, c'est-à-dire qu'il y a eu des têtes de pont comme Musk ou Jeff Bezos qui ont dit le luxe c'est bien. Donc plutôt que de continuer à critiquer M. Arnault, M. Pinault, Mme Meyers, on ferait mieux de dire pourquoi dans ce secteur qui était relativement faible à un moment et qui a cru, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, alors que d'autres secteurs où on était très bon, là on s'est tiré des balles dans le pied. C'est excellent. Il fait une analyse comme ça, je veux dire, à froid, qui est absolument excellent. Il dit tout. Et ce qui est génial, c'est que ça se passe sur le service public, à une heure de quasi grande écoute. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Les choses changent, les amis. Regardez, les discours ne sont plus les mêmes. Les discours changent, les positions changent. Ça sent bon. C'est en train d'aller dans le bon sens. Regardez, même quelqu'un comme Mark Zuckerberg, le président de Facebook, Instagram, WhatsApp, est en train de changer d'opinion, est en train de changer de bord politique. Doucement, mais sûrement. Donc ça me réjouit énormément. Nucléaire, on était les meilleurs au monde.
comment on a réussi à foutre en l'air notre système au point où maintenant il faut ramer sur les choses qu'on avait déjà faites, qui ont été passées gratuitement à tout le monde, comme les réacteurs à neutrons rapides, comme les petits réacteurs de sous-marins. On s'est tiré des balles dans le pied. De la même façon. Vous pensez que c'est un problème que le secteur de luxe soit finalement plus puissant que notre industrie? Oui, parce qu'il y a eu Arnaud qui l'a pris en main. Ensuite, il y a eu toujours la famille L'Oréal, la famille Bettencourt qui était là et qui a dit non, y tient. Elle a failli partir avec Nestlé, pof, elle a dit non, ça revient chez moi. Donc il y a eu une volonté. Et il y a eu une volonté également de Pinault, à un moment qui hésitait entre les secteurs, à dire je vais racheter Gucci parce que je pense que Arnaud a raison et c'est là-dessus qu'on va avoir la meilleure rentabilité. Donc on aurait très bien pu avoir ce type de comportement un peu à la Musk renversée, c'est-à-dire que la NASA est en train de faiblir, très bien. Alors on va confier au privé le soin de partir sur le nucléaire et on va voir ce qui se passe. De la même façon que si jamais aujourd'hui dans l'automobile on est dans le bourbier, c'est bien à cause de nous. Et c'est nous qui nous avons mis dans le bourbier. Il n'y a personne d'autre qui nous a demandé de nous mettre dans le bourbier. On a dit soudain, il faut faire des véhicules électriques en 2035 et vous n'aurez plus que ça à faire. Bon, on était les meilleurs du monde dans le moteur thermique et en particulier dans le véhicule diesel. Si je peux sur ce point, une phrase, parce que ça rejoint le diagnostic du rapport Draghi. L'Europe a pris du retard en matière d'innovation, de technologie et de talent. Le problème de l'Europe, c'est pas de former des talents, c'est de les attirer et de les retenir. Et donc, le fait que sur un certain nombre de sujets en pointe, nous soyons dépassés. On n'est pas dépassés. Je veux dire, on est à la traîne des États-Unis. On n'est pas dépassés du tout. Sur le nucléaire, nous n'étions pas dépassés. Nous étions les meilleurs au moment. Qu'est-ce que c'est agréable, deux personnes intelligentes et courtoises qui échangent des idées. C'est un régal. Sur l'automobile thermique, nous étions les meilleurs. Les États-Unis n'étaient pas capables de faire des moteurs comme les nôtres, aussi bien diesel que l'électrique, on n'est pas en tête. Voilà. Sur l'électrique. Quel est le problème de l'électrique? Quel est le problème de l'électrique? Pourquoi voulez-vous des voitures électriques? Est-ce que les clients demandent... L'écologie. Rappelle le narratal. Est-ce que les clients... Tout est basé sur le client aux États-Unis comme dans le monde entier. Il y a un seul endroit où le client n'existe pas, c'est l'Europe en ce moment. Il n'y a pas de client. Alors on dit, tiens, vous n'avez pas une voiture électrique? Ah bah non. Eh bien, vous allez donc ne plus avoir droit de rentrer dans Paris, etc. Donc, il y a 2,9 millions de gueux autour de Paris, et il y a 9 millions de gueux qui ont des voitures qui ne peuvent pas rentrer dans les grandes métropoles. C'est incroyable, parce qu'Alexandre Jardin a raison. Vous parlez comme Alexandre Jardin. Alexandre Jardin a raison, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? L'économie est basée sur le client. Moi, si j'ai pas de client, je peux dire c'est mon produit le meilleur. Si je considère que c'est pas le meilleur, je le vends pas. Et je vais pas investir sur un produit qui... Donc, je pense que nous avons... Franchement, c'est magnifique. Il dit tout. Perdu la boule à un moment en Europe sur le fait que nous avons perdu la notion de client et nous sommes basés sur l'Europe veut, l'écologie veut, le climat veut, le machin veut. Les facteurs qui rentrent en compte aujourd'hui en 2025. Et donc aujourd'hui de la transition écologique. Qu'est-ce que tu dis? On ne peut pas faire fi de la transition écologique. Mais tu répètes ces choses, c'est des mots creux. Je ne sais pas, essaie d'avoir un peu de fond, les journalistes. Et aujourd'hui, les Français ne veulent pas plus la voiture électrique qu'au départ. La voiture électrique a toujours existé. Si jamais elle n'en voulait pas, c'est parce qu'ils considéraient qu'il y avait des tas de problèmes. Mais ils sont prêts, les Français, à acheter l'électrique. C'est une question d'argent. C'est cher. Oui. C'est aussi que c'est plus cher. Tant que c'est trop cher, ils vont pas. Ok, mais ça ne rend pas le même service que le véhicule thermique. Voilà la meilleure émission que j'ai regardée sur LCI depuis des années. Deux intervenants de très haut niveau qui a dit les termes, qui a expliqué que on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Et sans voilà les amis, je voulais partager cette vidéo vite fait, bien fait avec vous. Je vous embrasse et j'espère que vous passerez une bonne journée.